Bonjour chers amis bibliothécaires, comment allez-vous? Dites-moi tout, comment s'est passée cette semaine? Est-ce que ça a été supportable pour vous? Pour moi, ça va à peu près. Du moins assez, comme vous le voyez, pour vous faire une nouvelle vidéo. Je sais que ce n'est pas une catégorie qui est la plus appréciée apparemment de la chaîne, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Mais aujourd'hui, nous allons nous diriger dans la section de la bibliothèque qui concerne les démons. Et nous allons évoquer tout au long de cette vidéo quelqu'un qui est considéré comme un démon, mais quelque part qui n'est pas vraiment, puisqu'il ne fait que son travail, puisqu'il s'agit de Charon, le passeur d'âmes. Bien sûr, vous commencez à me connaître si vous êtes des habitués. Vous savez que avant que je ne commence la vidéo, je vais vous inviter à vous installer bien confortablement, à prendre une petite boisson pour vous accompagner, peut-être quelques petites choses à grignoter, et soit vous regardez la vidéo telle qu'elle est, ou bien soit vous la mettez en son, c'est-à-dire que vous n'avez que l'audio et vous faites ce que vous avez envie de faire à côté, je ne sais pas, moi, faire du sudoku, faire du dessin, faire du tricot, je ne sais pas, il y a tellement de choses possibles. Vous savez que cela est possible, il n'est pas forcément obligatoire d'être fixé sur ma vidéo pour comprendre les choses, surtout quelque part en ce qui concerne des histoires comme celle de Charon. En tout cas, si vous êtes bien installé, prêt, bien comme il faut, eh bien, je vais pouvoir vous en dire plus sur ce fameux personnage. Vous vous doutez que si je parle de Charon, nous allons partir dans la mythologie. Alors, je sais que certains le prononcent Charon. Alors, il s'écrit Charon. Je sais qu'il peut s'écrire aussi Charon, justement K-H-A-R-O-N. Mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude de le voir sous le nom de Charon. Donc ne m'en voulez pas si j'ai plutôt tendance à utiliser ce terme tout au long de la vidéo. Il est censé, entre guillemets, être un démon dans la mythologie grecque. C'est ce qu'on appelle un noché. Si vous voulez, c'est celui qui pilote la barque des enfers. Alors, il y a deux endroits où on dit qu'il pourrait être, mais après ce sont plus des débats, nous allons dire philosophiques, entre guillemets, puisque certains disent qu'il serait le passeur d'âmes sur les marées de l'Achéron, et d'autres pensent qu'il aiderait les âmes à traverser le Styx. Mais je vous en dirai un peu plus loin dans la vidéo. Et celui-ci ne vous fait pas traverser ce fleuve ou ce marais, ou enfin peu importe, gratuitement. Si vous voulez passer, il vous faut à l'époque une obole. C'était le prix à payer pour vous rendre de l'autre côté. Généralement, au départ où c'était encore des oboles, on plaçait celle-ci sous la langue du mort avant son enterrement. Comme ça, ça permettait de payer le passeur et on était sûr que notre défunt allait bien aller sur l'autre rive. Et vous allez voir que cela a changé au cours des années. Et bien sûr, là, ce n'est qu'une petite présentation de qui est Charon. Puisque, vous vous doutez, si la vidéo porte son nom, c'est que je vais vous en dire un peu plus sur ce personnage. Tout d'abord, on va évoquer sa famille, bien sûr, pour le présenter. Parce que vous savez que même si on est dans la mythologie, ces personnes ou personnages, divinités, ont des parents, des frères, des sœurs. Même si comme ça on ne peut pas dire des fois qu'il y a un lien de famille, mais bon, on va pas chercher à comprendre la mythologie. Charon, lui, c'est le fils d'Éreb. Alors Éreb, juste pour dire vite fait qui c'est la divinité primordiale et infernale qui est née du chaos, et il personnifie les ténèbres, l'obscurité des enfers. Et il a eu Charon avec la déesse Nyx, qui elle représente la nuit. Et Nyx, en plus d'être la mère de Charon et donc quelque part l'épouse possiblement d'Éreb, puisque je n'ai pas trouvé la référence sur le fait qu'ils étaient mariés, était la sœur d'Éreb. Et elle aussi est donc issue de ce fameux chaos primordial. Charon n'est pas né seul. Plus tard, il a eu beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Mais je vais vous en donner que des exemples, parce que sinon ça serait bien sûr trop long. Les plus connus, entre guillemets, en tout cas moi que je connais le plus, c'est Hypnos, que vous connaissez sans doute du fait que ce soit le dieu du sommeil, et Thanatos, qui est la personnification de la mort. Petite chose à savoir, c'est que Hypnos et Thanatos sont des jumeaux.
Voilà, je vous ai donné 2 noms de ses frères. Comme je vous ai dit, le but n'est pas non plus de vous faire tout son arbre généalogique, mais bien d'essayer de parler le plus possible de Charon ou Caron en lui-même. Et vous allez comprendre aussi pourquoi, tout au long de la vidéo, même s'il est qualifié de démon parce qu'il emmène les âmes vers les enfers, moi je trouve plus que c'est quelqu'un qui fait juste le métier qu'on lui a demandé de faire, mais qui n'est pas plus que ça un démon. Vous allez voir ce que j'ai à raconter sur le personnage et vous me direz à la fin ce que vous en pensez. Si on part sur l'étymologie de son nom, sachez que généralement on explique le nom de Charon comme étant un nom propre qui serait issu donc du mot Charon, qui serait une forme poétique de charopos, qui voudrait dire en grec au regard ardent. Ça pourrait signifier quelque part des yeux cruels, brillants ou même fiévreux. Ou bien encore, on pourrait qualifier cela d'yeux de couleur bleu-gris. Son nom pourrait être aussi un euphémisme pour désigner la mort. Si on en revient à sa signification par rapport au regard ardent, le fait qu'il ait des yeux brillants pourrait être une référence au caractère colérique et irascible de notre cher Charon, puisque c'est souvent ainsi qu'il est décrit dans la littérature. Mais si on regarde à trouver une étymologie exacte de son prénom, du moins de son nom, bien, on n'est pas sûr encore. Ce ne sont que des suppositions que cela pourrait être lié à Charopos, etc. Mais on n'a aucune certitude. Parce que, par exemple, vous avez un historien qui, lui, de son côté, qui s'appelle Diodore de Sicile, pense que ce personnage donc du nocher Charon pourrait s'appeler ainsi et que ce nom aurait été importé de l'Égypte antique. Cela ne serait pas étonnant puisque j'ai déjà évoqué cela avec le mythe notamment de la créature de Jormungand dans la mythologie nordique, où on pense que son nom serait peut-être tiré de mythologie un peu plus ancienne, et notamment c'était cité également l'Égypte antique. Donc pourquoi pas? En ce qui concerne à quoi ressemble Charon, eh bien il y a plusieurs descriptions qui ont été faites le concernant. Généralement, on peut souvent le voir représenté sur les vases de la Grèce antique. Et sur ces vases, qui sont souvent des vases funéraires qui étaient faits à peu près au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, on le voit surtout sur son bateau, donc décoré des scènes de mort, tout simplement. Et sur son fameux bateau, sur les premiers vases qu'on a pu trouver, du moins les plus anciens, Charon a tendance à être représenté comme un vieux marin, à l'aspect revêche et plutôt sale. Il tient une perche dans la main droite et il utilise sa main gauche pour faire embarquer les décédés. Il arrive parfois que le dieu Hermès le remplace parfois dans son rôle de psychopompe. Dans les vases un peu plus tardifs, donc plus récents, Charon apparaîtrait un peu moins revêche, bien plus conciliant et plus raffiné. Après, si on observe sa description dans des œuvres, par exemple, eh bien, il va être représenté souvent comme un vieillard assez méchant, hirsute. Des fois même, on va le représenter comme un démon ailé, qui porterait un manteau double. D'ailleurs, même Michel-Ange a représenté Charon, dans la célèbre chapelle Sixtine. Pour sa représentation, il a été très influencé par Dante et il a décidé de dépeindre Charon avec une rame levée au-dessus de l'épaule, prêt à frapper ceux qui n'embarqueraient pas assez vite dans son bateau. D'autres disent que Charon porte souvent une casquette sans bord, comme celle d'un ouvrier, et que parfois aussi il peut être représenté avec des cheveux blancs. Pour d'autres, il peut être représenté aussi bien comme un vieil homme que comme un jeune homme portant une légère barbe. Sur certaines représentations, on peut voir que son bateau va souvent porter un œil peint sur la proue de celui-ci. Ce symbole était tout simplement censé éloigner les mauvais esprits. Mais là encore, la majorité du temps, il est connu pour sa dureté et son caractère intraitable. À notre époque un peu plus moderne, on peut aussi le représenter comme un être squelettique, qui porterait une coule noire, quelque part de manière assez analogue à ce que pourrait porter la grande faucheuse. D'ailleurs, je vous ai trouvé
une petite description de Charon qui se trouve dans l'Énéide de Virgile. Il est écrit ceci. Un portier effrayant surveille ses eaux et ses fleuves. Charon, d'une saleté repoussante, au menton tout couvert de poils blancs et hirsutes, aux yeux fixes et ardents, un manteau sordide retenu par un nœud pend de ses épaules. À l'aide d'une perche, il pousse son radeau, manœuvre les voiles et transporte les corps dans sa barque couleur de rouille. Assez vieux déjà, mais de la vieillesse vive et verte d'un dieu. Alors ça, c'est le Charon que l'on connaît dans la mythologie grecque. Si on cherche, et là où il a un peu plus sa place au niveau des démons, il se trouve que Charon est aussi présent dans la Kabbale. Et dans celle-ci, il est représenté comme la férocité, c'est-à-dire un des 4 démons de la destruction ou ange de la colère. Et les 3 autres démons qui l'accompagnent seraient Af, Kesef et Emma. Donc là, si on prend juste sa définition kabbalistique et sa description kabbalistique, il a toute sa place parmi les démons. Si on prend juste son rôle dans la mythologie grecque, vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est justement là où j'ai trouvé le plus d'informations. Comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo et même en introduction, c'est que Charon est considéré comme le passeur d'âme. Lorsque vous mourrez, vous êtes censé traverser un fleuve. Et pour traverser celui-ci, bien vous ne pouvez pas le faire à la nage, il faut quelqu'un qui vous aide à traverser celui-ci pour pouvoir rejoindre le royaume des morts. Seulement, comme je vous l'ai dit, cela ne se fait pas gratuitement dans la mythologie grecque. Puisque Charon, oui, veut bien vous emmener jusqu'au royaume d'Hadès. Mais pour cela, vous devez le payer. Puisque Charon, dans la mythologie, il est exécuteur du destin qui régit la vie des humains. C'est comme ça qu'on le décrit. Donc Charon n'épargne ni la jeunesse, ni la beauté, ni la vaillance. Lui, quelque part, pour parler vulgairement, il s'en fout un petit peu. Tout ce qu'il sait et tout ce qu'on lui a demandé, c'est qu'une âme, ou du moins qu'une personne décédée, si elle veut monter dans sa barque, elle doit s'acquitter de son droit de passage, c'est-à-dire le payer. Au départ, comme je vous le disais, c'était sous la forme de l'obol. Donc à chaque fois qu'il y avait un décès, pour s'assurer que Charon prendrait bien la peine de transporter votre défunt jusqu'au royaume des morts, on vérifiait bien que l'on enterrait celui-ci en mettant bien une petite pièce sous la langue. On savait quelque part que cela pouvait être utile justement pour payer le nocher et donc Charon, puisque c'était le nocher. Si jamais il vous arrivait d'être sur les rives sans obol, Charon ne vous prenait pas. C'était sa règle, il ne pouvait pas vous prendre. Pour pouvoir passer de l'autre côté sans payer Charon, vous deviez attendre 100 ans sur les rives. Ce n'est qu'à partir du moment où vous auriez attendu 100 ans que là, Charon finalement acceptait de vous faire traverser gratuitement le fleuve. Donc vous vous doutez, sachant cela, que faire un enterrement qui était approprié, c'était considéré comme chose essentielle à cette époque pour permettre à l'âme du défunt de monter dans le bateau de Charon et de rejoindre le royaume des morts. Et comme je vous le disais, c'était au départ une obole, puisque au fil du temps, la tradition monétaire va changer et on ne plaçait plus une obole sous la langue des morts, mais peut-être que vous avez déjà vu cela dans certains films. Là, on plaçait plutôt une pièce de monnaie sur chaque œil du défunt, qui là encore était la participation pour le faire passer de l'autre côté. Si on cherche dans les écrits de façon globale, on remarque que Homère et Hésiode ne font aucune référence à ce fameux passeur en tant que nocher infernal. La première mention écrite de Charon apparaît dans la littérature grecque dans une citation par Pausanias, et on le trouve dans un poème perdu qui était rattaché au cycle épique de la Mimiade. Puis en 405 avant Jésus-Christ, Aristophane va écrire ce qu'on appelle les Grenouilles, qui est une comédie
où Dionysos va rencontrer Charon. Il lui fera passer le Styx en ramant assez fort. C'est au 1er siècle avant Jésus-Christ que Virgile va faire sa fameuse description que je vous ai lue un petit peu plus tôt dans l'Énéide. Et cette description, il la fera lors de la descente d'Énée qui a voulu descendre pour aller voir son père Anchise. Je suppose que je me prononce comme ça, désolé d'avance. Énée sera accompagné de la Sibylle de Cume et il va réussir à convaincre Charon en lui présentant un rameau d'or donné par Apollon. Virgile décrit aussi donc dans son Énéide les âmes désespérées qui cherchent à franchir, pour lui c'est l'Achéron ou l'Achéron, et qui sont donc à la merci de l'intraitable et méchant nocher qu'est Charon. Il décrit ces âmes comme ceci. D'innombrables essaims bordaient les rives sombres, des mers, des héros, aujourd'hui vaines ombres. Tels, vers l'affreux nocher, ils étendent les mains, implorent l'autre bord. Lui, dans ses fiers dédains, les admet à son gré dans la fatale barque, reçoit le pâtre obscur, repousse le monarque. Alors pourquoi j'ai précisé que dans l'Énéide, on parle de l'Achéron, puisque, comme je vous le citais dans l'introduction, sur certains écrits, eh bien certains disent qu'il fait passer l'Achéron au défunt et d'autres sont plutôt à penser qu'il fait passer le Styx. Voilà ce que j'ai pu trouver sur cette fameuse histoire où on est, au final, quelque part, même si j'ai pu en trouver un peu plus dessus, vous verrez qu'on n'en sait pas plus et qu'on a toujours ce doute, est-ce qu'il fait traverser l'Achéron, est-ce qu'il fait traverser le Styx? Mystère. En tout cas, ce que j'ai pu trouver sur cette mésentente, nous allons dire, sur le fleuve qui est traversé, c'est ceci. On rappelle bien sûr que le travail de Charon, c'est de transporter les âmes, les ombres, les défunts, à travers que ce soit le fleuve ou la rivière, selon quel on estime. Au tout départ, beaucoup disaient que c'était l'Achéron. Par la suite, on a évoqué le Styx empoisonné, ou tout simplement un lac, qui est même arrivé là, une troisième proposition, qu'on appelait l'Achérousia. La seule chose dont on était sûr quelque part, c'était la destination finale, se retrouver devant Hadès. Charon était d'ailleurs souvent accompagné d'Hermès, qui était considéré lui comme le guide des morts. Et au final, Charon ne sort jamais de sa barque, ce qui fait que la plupart du temps, c'est Hermès qui va finir d'escorter l'âme des défunts et qui va les emmener plus profondément dans les enfers pour le jugement dernier. Lors du jugement dernier, on va bien sûr évaluer ce que vous avez fait de votre vie, un peu comme dans le système égyptien, un peu comme les chrétiens le disent aussi, enfin je crois que c'est un peu partout pareil. Et Hadès choisissait si vous étiez une bonne âme ou une mauvaise âme. Si vous faisiez partie des bonnes âmes, vous aviez le droit d'entrer dans les Champs-Élysées. Et là, vous pouviez oublier tous vos ennuis. Quelque part, les Champs-Élysées, c'est là où vous continuez à vivre sans vous prendre la tête, tout simplement pour utiliser un terme qui parle un peu mieux aux personnes d'aujourd'hui, mais vous n'avez plus rien à penser, juste à vivre gaiement en étant dans les Champs-Élysées. Mais si vous aviez des mauvaises âmes, là vous descendiez à ce qu'ils appelaient le Tartare, c'est-à-dire donc les enfers, gérés par Hadès lui-même. Et ceux-ci se situaient donc dans les profondeurs les plus profondes. Généralement, ces âmes, c'était celles qui avaient fait du tort aux dieux, qui se voyaient réserver d'ailleurs le pire des sorts. Et le pire, quelque part, c'était que certains se voyaient même infliger des châtiments éternels. C'est-à-dire, je ne sais pas, alors je ne pourrais plus vous dire précisément lesquels, mais je suppose que vous avez peut-être déjà entendu certains dieux qui ont été amenés aux enfers et qui en fait revivent inlassablement la même chose. Par exemple, si son châtiment est de se noyer, eh bien, il se noiera éternellement dans les enfers, tous les jours. Ça ne s'arrêtera jamais. D'autres sont torturés, enfin c'est vraiment les enfers pour le dire, ou du moins le Tartare pour le coup. C'est vraiment l'enfer tel qu'on l'imagine. Et ben, quelque part, je crois qu'on est beaucoup à se dire qu'on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds. On est d'accord. Sur toutes ces choses-là que je viens de vous dire, c'est là où les auteurs sont quasiment tous d'accord.
Là, on n'a pas de problème, on a la même définition, la traversée, les Champs-Élysées, ou bien le Tartare, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. C'est si on regarde un peu plus en profondeur qu'on se rend compte que, eh bien, d'un côté, vous avez les auteurs comme par exemple Pausanias, ou plus tard Dante, qui eux seront plutôt à associer Charon au marais de l'Achéron. Vous avez aussi des auteurs de la Grèce antique, comme Pindaré, Échille, Euripide, Platon et Callimaque, qui eux aussi vont avoir tendance à parler de lui comme naviguant sur les marais de l'Achéron. Et de l'autre côté, vous avez des auteurs romains, comme par exemple Properce, Ovide ou Stas, qui eux disent que Charon navigue sur le Styx. Et on pense vraiment que c'est le fait que Virgile ait noté Charon en traversant le Styx qu'on a donc finalement associé Charon à ces deux rivières. Enfin, on dit deux rivières dès au moment où on dit un fleuve, des marais. Enfin, c'est pas vraiment quelque part, selon la personne qui en parle, le mot utilisé est différent. Donc comme je vous le disais, la seule chose qui diffère, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle et on ne le saura jamais, c'est est-ce que Charon fait traverser les âmes sur l'Achéron ou sur le Styx. Moi j'aurais plus tendance à penser que avant que l'Énéide sorte beaucoup parler de l'Achéron, moi je pencherais plus du fait qu'il ferait traverser les défunts sur l'Achéron. Mais après, on ne peut pas nier que certains le font faire passer les âmes sur le Styx. C'est écrit, c'est comme ça, donc il faut en tenir compte. Vous devez vous douter quelque part que la vie de Charon, même s'il a tendance à être décrit quand même comme pas très aimable comme personne, on peut un peu le comprendre, puisque lui, quelque part, il vit en permanence sur sa barque, à aller chercher les défunts, les amener, revenir en chercher d'autres, et ainsi de suite, sans jamais descendre de sa barque. À moins qu'il soit puni. Et disons que pour ça, il avait un petit don. Parce que comme je vous le disais à certains moments de cette vidéo, Charon, lui, on lui a donné un ordre. Il ne fait qu'obéir aux ordres qu'on lui a donnés. Comme vous l'avez remarqué, vous avez vu, quand je vous ai expliqué ce qu'il faisait, à aucun moment le personnage en soi est démoniaque. À part, comme je vous ai dit, lorsqu'il est cité dans la Kabbale, où il est cité clairement comme un démon. Mais ça n'empêche que quand on parle de lui, on a plutôt tendance à l'associer au démon, puisqu'il amène les défunts au jugement dernier. Et qui fait le jugement dernier? C'est Hadès, celui qui dirige les enfers. Mais il y a des fois où Charon, il oublie un petit peu qu'il a des règles. Enfin, au des moments, c'est pas qu'il oublie, c'est qu'il se fait un petit peu avoir. Puisque une des règles, donc en plus de ne pas laisser passer les personnes s'ils n'ont pas payé leur passage, etc., il y a une autre règle, c'est que Charon a l'interdiction totale de faire traverser le fleuve à une personne vivante. Seulement quand on regarde l'histoire de ceux qui ont réussi à passer de l'autre côté, on se rend compte que il n'a pas vraiment bien réussi à gérer cette interdiction. D'ailleurs, Virgile décrit ainsi dans l'Énéide ce pourquoi il est interdit de faire traverser ce fleuve aux vivants. Puisque une fois que vous avez traversé le fleuve, Virgile écrit « Ici, c'est le royaume des ombres, du sommeil et de la nuit qui endort. Transporter dans la barque stygienne des corps en vie est interdit. » Mais comme je vous le disais, il a un petit peu dérogé à la règle et pas qu'une fois. Il va commencer tout d'abord en faisant passer Thésée et Piétos, puisque ceux-ci veulent venir enlever Perséphone, qui est la reine des enfers. Il va aussi, un des passages les plus connus, ou du moins peut-être parce que moi je regardais la série Hercule quand j'étais petite, et que du coup j'ai encore très visiblement cet épisode en tête, où Hercule va réussir à employer les services de Charon et à le faire passer de l'autre côté. Ce que je ne me rappelais pas par contre, c'était que c'était lors de son 12e et donc le plus difficile des fameux travaux d'Hercule. Dans ce travaux, en fait, il était obligé d'aller chercher le chien à 3 têtes, c'est-à-dire Cerbère, ou en grec Kerberos. Or, le chien à 3 têtes est un des gardiens des enfers. Il s'assure que personne ne s'échappe des enfers. Et donc que
personne ne quittait Hadès. Donc si Hercule devait ramener le chien à 3 têtes, il fallait bien qu'il se rende lui-même aux enfers pour pouvoir aller le chercher. Et il savait très bien qu'il ne pouvait pas y aller si Charon ne l'emmenait pas ou si Hermès ne le guidait pas jusqu'au chien en lui-même. Vous connaissez un petit peu le personnage, hein. Hercule a juste utilisé sa force, et cela aussi bien à l'aller comme au retour. Tout simplement, il a frappé Charon en prenant la propre perche du passeur, et il a réussi à rentrer aux enfers et même à en sortir. Je pense que vous vous doutez que, sachant que entre guillemets son maître et Hadès, c'est pas vraiment passé comme une lettre à la poste le fait qu'il ait laissé passer Hercule. Donc du coup, Hadès va décider de punir Charon pour ce manque d'obéissance, pour s'être fait assommer par Hercule et donc avoir fait entrer un vivant dans le royaume des morts alors que c'est interdit. Il va enchaîner Charon pendant 1 an. Et imaginez-vous que pendant ce temps-là, pendant que Charon est tranquillement enchaîné, il n'y a personne qui le remplace sur la barque pour faire passer les défunts de l'autre côté. Que ce soit pour rejoindre aussi bien les Champs-Élysées que le Tartare. C'est pas vraiment de sa faute pour le coup, puisqu'il s'est fait assommer, donc là c'était pas volontaire. Pendant 1 an, les gens vont attendre, même s'ils avaient leur obole ou leurs 2 pièces pour payer le passeur, pour pouvoir passer de l'autre côté. Imaginez un petit peu la file d'attente qu'il devait y avoir une fois qu'il a été détaché et qu'on lui a permis de reprendre son travail de passeur. Bon, en même temps, en tant que défunt, je suis pas sûre que tu sois vraiment prêt à te révolter, sachant que tu dois te retrouver devant Hadès pour ton jugement dernier, même si c'était pas très cool d'avoir attendu 1 an alors que tu as tout fait dans les règles, tu avais tout pour payer le passeur, etc. Tu préfères quand même te taire à ce moment-là. On pourrait croire qu'après ça, il aurait fait un peu plus attention, nous allons dire. Eh bien non, puisque si l'on en croit l'Odysseus, lors du retour calamiteux à la maison, l'enchanteresse Circé aurait conseillé aux héros grecs d'aller chercher le devin thébain Tirésias dans les enfers. Je suppose que vous vous doutez qui est celui qui est dans l'Odysseus, ou si je vous dis plus simplement l'Odyssée. Nous parlons bien d'Ulysse. Et Ulysse va faire ce que Circé lui a demandé, et il va réussir à convaincre Charon de lui faire traverser l'Achéron, puisque Ulysse était quelqu'un de très éloquent, et rien que cette éloquence avait réussi à convaincre Charon. Donc il a pu faire ce que Circé lui avait conseillé, et revenir. Comme je l'ai évoqué vite fait, pour vous expliquer qu'il avait laissé déjà passer, eh bien Charon a fait passer Énée, accompagné de la Sibylle de Cume. Ils se sont tous les deux approchés donc de l'Achéron pour pouvoir rentrer au royaume des morts. Cette fois-ci, Charon a bien tenté de s'opposer au passage de ces personnes vivantes. Mais il va quand même à un moment se laisser convaincre par la Sibylle, qui va alors lui montrer un rameau d'or, et il va ainsi accepter de faire passer l'Achéron à Énée. Vous savez, c'est à croire que elle retient pas vraiment la leçon au final. Un autre mortel qui a réussi à passer le fameux fleuve de l'Achéron, c'est Orphée, le musicien, poète, prophète. Il a réussi à convaincre Charon de l'emmener aux enfers, rien qu'avec son chant et sa lyre. Il a même réussi à endormir le chien Cerbère pour pouvoir ramener du royaume des morts sa bien-aimée Eurydice. Cependant, ce que Orphée n'avait pas prévu, c'est que Charon, ok, il a accepté en paiement quelque part son chant et sa lyre pour l'amener jusqu'au royaume des enfers, mais c'était seulement pour un aller simple. Donc il n'est pas revenu des enfers. Il y a eu également Dionysos, le fameux dieu du vin, qui a lui aussi réussi à voyager dans la barque de Charon pour aller visiter les enfers parce qu'il avait envie d'y retrouver sa mère. Sa mère s'est mêlée, enfin je suppose qu'on prononce comme ça, encore une fois, je suis désolée. Elle était morte en regardant directement la forme divine glorieuse de Zeus. Et pour terminer, je crois que la liste est déjà bien longue pour quelqu'un qui a l'interdiction de faire passer des mortels, on est d'accord?
Il a laissé passer Psyché, qui était vivante, et elle a payé 2 fois Charon pour l'aller et le retour, pour pouvoir accéder au palais de Perséphone. Et elle y a été envoyée par Aphrodite elle-même, et c'est Apulée qui le raconte dans ses Métamorphoses. Alors, autant Charon est doué pour manier sa barque et faire passer les gens dans le royaume des morts, autant interdire les vivants d'y aller, ça a été un petit peu moins réussi. Bon, même si sur toutes les années, et si supposément on pense que c'est encore lui qui, si on en croit la mythologie grecque, qui s'occupe de faire passer, c'est possible hein, qu'il y ait encore des personnes qui croient que Charon fait passer les âmes de l'autre côté. Je ne connais pas toutes les croyances du monde pour pouvoir dire que cela n'existe plus. On pourrait se dire au ratio que ça va. Il a fait, on va dire, pour voir large, on va dire qu'il a fait passer une dizaine de vivants. Mais à chaque fois, bon, là j'ai pas dit la punition, mais à chaque fois, bien sûr, Hadès ne manquait pas de le punir hein, quand il était au courant. Il y avait droit, et quelque part c'était les âmes qui, elles, avaient bien payé pour pouvoir passer, et bien qui en payaient le prix, parce qu'elles avaient tout ce qu'il fallait pour passer, mais il fallait qu'elles attendent que Charon ait fini tout simplement de payer le prix de son laisser-aller dans certains cas. Et vous le voyez, là encore, on a la description d'un Charon, certes, qui désobéit quelquefois, mais il désobéit pas dans le sens pour faire du mal aux gens, c'est plutôt lui qui, du coup, se fait remonter les bretelles par Hadès. Donc je ne sais pas pourquoi on a tendance à évoquer Charon comme un démon, alors que, comme vous l'avez vu tout le long de cette vidéo pour l'instant, en soi, il ne fait mal à personne et il ne fait qu'obéir aux ordres, c'est tout. Après, vous vous doutez que j'aime bien aussi des moments vous parler au niveau de la culture populaire, ce qu'il en est de tous ces personnages. Fatalement, déjà, je vous ai dit au début de la vidéo qu'il était représenté sur des vases, donc ce n'est pas le seul endroit dont on a parlé de Charon, puisque je vous ai même cité l'Énéide de Virgile, par exemple. Eh bien, il faut savoir, là je vous donne vraiment des exemples vite fait, parce que je pense qu'il y en a plus que ça, c'est juste pour vous donner une idée, que Charon va être représenté, généralement c'est toujours en train de traverser le Styx ou l'Achéron, bien sûr, selon la croyance. Et il a été représenté ainsi par Joaquim Patini au XVIe siècle, c'est un tableau que vous pouvez voir au musée du Prado à Madrid, ou encore par un peintre espagnol du nom de José Benlliure y Gil, qui va le représenter dans un tableau qu'il a nommé La Barca de Caronte. Donc Caronte qui veut dire Caron ou Charon. Comme je vous le disais, c'était un sujet aussi très populaire sur toutes les scènes de poterie, que ce soit du 5e au 4e siècle avant Jésus-Christ, surtout sur les lekitoi. Alors, les lekitoi, c'était ce qui était utilisé en fait pour stocker les huiles fines ou des parfums. Et généralement, on les enterrait avec les morts. Vous avez également la littérature qui a parlé de Charon. Comme je vous disais, il y a eu l'Énéide de Virgile. Au IIe siècle, vous aviez Lucien de Samosate qui va faire intervenir cette fois avec un peu plus d'humour Charon dans ses dialogues des morts. Vous avez aussi au XIVe siècle Dante Alighieri qui va mettre en scène Charon dans la Divine Comédie, par exemple. Il y a même des romans qui parlent de Charon. Comme exemple, vous avez Trois oboles pour Charon, écrit par Franck Ferric, ou bien le roman Lola doit mourir, écrit par Brice Benamran, et qui est sorti il y a peu, puisque c'était en novembre 2021. Et Charon, dans ce livre, c'est le pseudonyme utilisé par le tueur qui va pousser par des biais numériques ses victimes à se suicider. Et Charon apparaît même dans le tome 1 du fameux Percy Jackson, qui bien sûr plus tard a été adapté au cinéma. Charon est aussi visible dans les jeux vidéo, un peu comme Jormungandr, vous ne serez pas étonné si je vous dis qu'il est dans God of War. Lui, Charon, il est dans le God of War Chains of Olympus, qui est sorti en 2008. Mais on peut également le trouver dans Fallout 3, où une grande goule endoctrinée par l'honneur du nom de Charon
serait un possible garde du corps pour le joueur. Au cinéma également, il a son petit rôle puisqu'il va faire aussi son apparition, si l'on peut dire, dans la franchise John Wick, où là, toute personne donnant une pièce d'or au personnage de Charon joué par Lance Reddick va pouvoir utiliser les services du fameux hôtel Continental. Dans la série télé Ad Vitam de 2018, il y a un personnage de Virgil Berti qui va prendre Caron ou Charon pour pseudonyme. Si on passe du côté de la musique, vous avez par exemple le clip vidéo de la chanson de Mylène Farmer qui s'appelle À quoi je sers, où l'artiste prend place à bord d'une fameuse barque conduite par un batelier qui l'amène à travers un marais, comme le ferait Charon voguant sur le Styx. Sauf que dans le clip, Mylène Farmer, va rencontrer les différents personnages que l'on a aperçus dans ses albums précédents. Mais il y a aussi au niveau de l'opéra, où Charon apparaît dans l'acte 3 de l'Orfeo de Claudio Monteverdi. Mais comme je vous dis, ceci n'est qu'une petite liste pour vous donner un exemple un peu dans chaque art qui ont utilisé ce personnage ou fait référence à ce personnage, encore une fois, de Charon ou Caron, comme il est appelé. Maintenant, on pourrait se demander à l'heure actuelle, quel est l'héritage de Charon? Eh bien, au fil du temps, Charon, que ce soit de la mythologie grecque et avancé dans le temps, il sera toujours une figure assez importante, surtout dans les esprits médiévaux. Et il va toujours apparaître souvent dans les œuvres d'art, que ce soit de la Renaissance à la littérature médiévale. Si on remonte un peu plus récemment, Charon serait à l'origine de la figure de Charontas, qui se trouve dans le folklore grec. C'est une sorte d'ange de la mort, qui, selon certains, apparaîtrait juste avant la mort d'une personne. Et un autre de ses héritages serait que une des lunes de Pluton aurait été nommée d'après Charon. Ce qui est apparemment un rapprochement qui est tout à fait approprié, puisque si on s'y intéresse mythologiquement parlant, il faut savoir que Pluton, c'était un petit peu l'équivalent d'Hadès. Donc qu'une de ces lunes soit nommée Charon, on reste un petit peu dans le thème, on va dire. Et j'ai trouvé aussi une autre petite information que je n'ai pas calée dans la vidéo, mais que je vous mets en petit héritage, puisque quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé donc le fameux Charon dont je vous ai parlé, mais j'ai trouvé aussi un autre nom, qui est le nom de Charin. Je ne sais pas exactement comment on le prononce, mais si on le prononce tel que ça s'écrirait Charin. En fait, ce personnage, c'est un personnage qui apparaît dans les croyances étrusques. Alors, ce n'est pas vraiment Charon, mais quelque part, il a des ressemblances avec celui-ci. Dans le sens où il est la vision romaine des enfers du côté étrusque. Mais en ce qui concerne sa description, il n'est pas vraiment comme le Charon dont je vous ai parlé tout le long de la vidéo. Ce Charin, il est plutôt décrit comme un démon muni d'ailes au nez crochu à la chevelure mêlée de serpents. Il est décrit aussi comme étant muni d'un maillet, d'une torche ou d'une faucille. Et ça, c'est dans la croyance étrusque, comme je vous le disais. Alors au début, je m'étais dit que peut-être ça serait plus intéressant, justement, comme on est dans les démons et que là, il est vraiment défini comme un démon, de parler de ce fameux Charon ou Charin. Peut-être que je me suis mal pris, je sais pas, mais j'ai pas beaucoup trouvé d'infos dessus. Puis je me suis dit que de toute façon, j'étais partie dans l'idée de faire une vidéo sur Charon, qui est considéré quelque part un petit peu à tort comme étant un démon, même s'il est plus du côté démoniaque, comme je vous le disais, vu que son patron c'est Hadès. Mais bon, au moins maintenant vous saurez un peu plus qui il est et vous vous rendez compte que quelque part, ben, ce n'est juste que comme n'importe quelle personne qui fait juste son boulot, sauf que lui, son boulot à lui, c'est de transporter les âmes des morts, tout simplement. Donc si je devais vous redire un petit peu en bref ce que je vous ai évoqué dans cette vidéo, c'est tout simplement de vous dire que Charon avait quand même une fonction qui était super importante à ce moment-là dans la mythologie grecque, car s'il n'était pas là, eh bien, les âmes ne pourraient pas aller de l'autre côté. Donc quelque part, il permettait de maintenir l'ordre des choses dans le monde et empêcher en fait la fameuse superstition qui faisait peur, c'est-à-dire que
des âmes erraient encore sur Terre ou des fantômes, etc. Eh bien, si on était sûr que Charon faisait son travail, eh bien, on faisait confiance pleinement aux passeurs et cette superstition était moins envahissante. Et puis, dans la mythologie elle-même, Charon, c'était une pièce assez maîtresse dans les voyages des héros. Comme vous l'avez vu, il a croisé Ulysse, il a croisé Hercule. Ce ne sont pas n'importe qui dans la mythologie, on est d'accord. Ça en fait de lui une figure assez remarquable au niveau mythologique. Après, au niveau, entre guillemets, démoniaque, je suis un peu moins sûr. Mais ça, ce sera à vous de me dire dans les commentaires, maintenant que vous connaissez un petit peu plus qui était donc Charon ou Charon, selon comment vous le prononcez. Donc dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous voyez toujours Charon comme un démon? Est-ce que vous ne l'avez jamais considéré comme tel? Ou est-ce que maintenant que vous en savez un peu plus sur lui, eh bien vous le voyez plus un peu comme moi, comme un simple employé qui fait son taf, mais dans la mythologie? Dites-moi tout ça, je suis pressée de vous lire et d'avoir un petit peu votre avis. Puis vous pouvez aussi me montrer que vous avez aimé la vidéo en me mettant le fameux petit like des familles qui fait toujours plaisir. Même si pour une fois nous avons parlé d'un démon qui, on s'en rend compte, n'en est pas vraiment un. Mais ça n'empêche qu'il y a des recherches derrière, donc votre petit like est toujours apprécié. Et si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo, eh bien je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur ma chaîne pour aller voir mes playlists, car ceci n'est qu'une partie des thèmes qui sont abordés sur ma chaîne, sachant que j'aborde pas mal de choses concernant le paranormal de façon générale. Donc du coup, il y a beaucoup de thèmes, donc fatalement, il y en a certains qui devraient vous intéresser plus que d'autres. Si c'est le cas, et si cela fait plusieurs fois que vous venez voir mes vidéos, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, eh bien s'il vous plaît, faites-le. Ça ne vous prend que quelques secondes. Vous allez sous ma vidéo, vous allez voir le petit bouton rouge, vous cliquez dessus, boum, miracle, vous êtes abonné. Vous n'avez rien payé, vous avez pris quelques secondes sur la vidéo, sachant que je fais pas des montages de ouf. Donc ça vous a pas fait louper grand chose à la vidéo en soi. Mais moi, ça me fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de commentaires et ça me fait encore plus plaisir de pouvoir discuter avec vous. Comme je l'ai dit, l'espace commentaire comme le fait que vous vous abonniez, c'est pour que l'on discute quelque part d'un sujet qui reste encore, même s'il y a des avancées, encore tabou. Moi sur ma chaîne, vous pouvez en discuter, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que j'ai créé celle-ci. Et si vous venez de vous abonner, eh bien déjà je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Vous faites maintenant partie des bibliothécaires. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo, normalement vous avez dû apercevoir une petite cloche qui a dû apparaître. Eh bien c'est pareil, ça vous prend que quelques secondes. Vous cliquez dessus, vous cliquez recevoir toutes les notifications. Normalement, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, c'est-à-dire 2 vidéos par semaine, ce qui n'est pas énorme, donc vous ne serez pas assailli de notifications de ma part, eh bien YouTube vous enverra une petite notification de la vidéo qui vient de sortir. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, vous installer tranquillement, faire ce que vous avez envie de faire, regarder la vidéo ou faire autre chose en utilisant comme sorte de podcast ou d'audio, et de découvrir la nouvelle vidéo qui vient de sortir. Rien de plus simple. Et là encore, ça ne vous coûte rien du tout et ça fait juste ma joie à moi de voir que vous êtes fidèle au rendez-vous. C'est déjà énorme quand même de rendre heureux quelqu'un juste par un petit geste de quelques secondes. Et pour terminer, eh bien vous savez que vous pouvez me payer un petit café en me faisant un petit don sur Ko-fi, le lien est dans la description, ou bien partager cette vidéo ou la chaîne ou une playlist en particulier, c'est comme vous voulez, que ce soit de manière orale en parlant autour de vous, ou bien en utilisant Internet et en partageant ceci sur les réseaux sociaux, les mails, les blogs, les sites de discussion, enfin chaque endroit où il est possible de partager et de faire connaître cette chaîne, eh bien n'hésitez pas à le faire, c'est que du bonus pour moi comme pour vous, parce que peut-être vous connaîtrez d'autres personnes aussi à travers les commentaires, on ne sait jamais. En tout cas mes chers amis, vous savez que là il va être temps pour moi de mettre le point final sur ce chapitre concernant Charon, de fermer le livre et de le ranger dans la bibliothèque. Et il va être aussi temps pour moi en tant que gardienne de cette fameuse bibliothèque de fermer les portes de celle-ci pour cette semaine et de vous dire
à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Passez un bon week-end. Bye!